Europe Matin. Il est 8h38, Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est donc de Jean d'Ormesson dont nous avons appris la mort il y a 1 heure que vous avez choisi de nous parler ce matin. Bon, j'ai pas choisi d'en parler, Patrick. J'aurais préféré ne pas le faire, car comme tous les gens qui l'ont croisé, j'aimais cet homme. Et je n'ai pas eu le temps d'être triste, pas encore. Même si on en a envie, je dirais juste ça, même si on en a envie, il ne faut pas pleurer Jean d'Ormesson, il faut le rire. Il faut le sourire. Son souvenir est un sourire. Jean d'Ormesson était trop généreux pour souhaiter que les gens fussent tristes à ses propres obsèques. Il était trop joyeux pour s'offrir le petit plaisir d'un gémissement. C'était un homme de bonheur, disait-on. Le bonheur est bon, bien sûr, mais c'était surtout un homme de joie, c'est-à-dire de la jubilation d'exister. Le fait même d'exister pour lui était une félicité. Que la vie soit douce, facile et parfumée comme l'était la sienne n'y gâche rien, bien sûr. Mais l'essentiel pour lui, c'était d'être là. Et quand on a eu une belle vie et 20 fois le temps de dire au revoir à tout le monde, l'essentiel est de passer sa vie à célébrer la vie, les choses, les êtres et les instants. Schopenhauer disait que la vie de chacun de nous, à l'embrasser dans son ensemble d'un coup d'œil, est une véritable tragédie. Mais que, quand il faut pas à pas l'épuiser en détail, elle prend la tournure d'une comédie. La fatalité, dit-il, veut dans notre existence compléter la torture par la dérision. Eh bien, chez d'Ormesson, la dérision était autodérision, d'où sa modestie. Sa modestie. Mais légendaire, Patrick, Jean d'Ormesson était un homme modeste. Son admission à l'école normale, une erreur, un hold-up. Son talent d'écrivain, surfait. d'Ormesson n'était pas Homère, ni Chateaubriand, ni même Houellebecq. Ses livres, hormis quelques-uns dont La Douane de mer, n'étaient que délicieux, et il le savait. Son érudition hallucinante était le résultat, disait-il, de quelques discussions avec des esprits plus grands que le sien, comme Berle ou Aragon. Ses succès sont présentés par lui-même comme la bonne fortune d'un amateur, c'est-à-dire d'un amoureux, et ses belles manières, plus que des bonnes manières, sont dénigrées par lui-même comme l'indice d'un statut qu'il n'a pas choisi, mais dont il a choisi de jouir. Sa postérité... Il en était soucieux de sa postérité. Mais oui, mais il était enchanté d'être entré de son vivant dans la Pléiade. Mais il savait qu'une telle consécration ne le rendrait pas plus immortel que son statut d'académicien. Son vrai diplôme, disait-il, son seul talent, c'est l'art qu'il maîtrisait à la perfection, c'était, disait-il, la conversation. Qui était littéralement, avec Jean d'Ormesson, et presque au premier degré, ce qu'on appelle un feu d'artifice. Jean d'Ormesson était un homme merveilleux, qui manquera à tous ceux qui l'ont lu et peut-être encore davantage à ceux qui l'ont côtoyé. Il se trouve que c'était mon cas, et je voudrais finir cette évocation trop brève et parcellaire juste par une anecdote. En 2009, le Figaro demande à quelques personnalités, comme on dit, de traiter le bac philo dans les conditions de l'épreuve, de passer le bac dans les conditions de l'épreuve. Donc on est là, il y a Eliette Abécassi, je me souviens, Paul-Marie Couteau, Jean d'Ormesson, moi-même et quelques autres, et on devait choisir un sujet, on avait 4 heures pour le traiter. Et bon, voilà, et on jouait le jeu. Tout le monde jouait le jeu, sauf un, évidemment, Jean d'Ormesson. Jean d'O ne l'entendait pas de cette oreille. Il n'avait pas du tout prévu de passer la fin de sa matinée à plancher sur des questions métaphysiques. Du coup, 1h30 après la distribution des sujets, il a rendu sa copie, et quand la journaliste du Figaro lui demanda quel sujet il avait traité, il répondit plein d'assurance: tous, mademoiselle, ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Très bien. Le fin mot de l'info, Raphaël. Écoutez, à pivot, était-ce lui d'ailleurs qui lui demandait s'il préférait le paradis ou l'enfer? Jean d'Ormesson a eu cette réponse qui le résume merveilleusement. Le paradis, bien sûr, mais avec les fréquentations de l'enfer. Raphaël Antoven, il y a beaucoup à dire encore sur Jean d'Ormesson et sur sa cohabitation, sa coexistence et son regard sur les politiques. Il a été évidemment très impliqué dans la politique. Au début du premier septennat Mitterrand, il était un opposant... Il voulait être le Victor Hugo de François Mitterrand, et il en a été le Chateaubriand. Absolument. C'est-à-dire qu'il a été un opposant furieux, farouche, déterminé, très en pointe, évidemment très en avant, croisant le fer dans les médias. Il voyait des chars soviétiques arriver sur les champs en 80. Face à Claude Estier, face à René Andrieux, face à Claude Cabane de l'Humanité ou de l'Unité, les socialistes et les communistes. Et puis dans la dernière partie du pouvoir exercé par Mitterrand, il s'en est considérablement rapproché et il aimait l'art de la conversation et les échanges culturels et littéraires qu'il pouvait avoir avec le président de la République. Il s'en est rapproché à mesure que le vernis socialiste s'estompait sur la figure de Mitterrand. Et qu'on voyait celui qu'il était ou qu'il n'avait jamais cessé d'être. Et au point que c'est lui, Jean d'Ormesson, que Mitterrand a appelé pour passer ses dernières heures à l'Élysée. Jean d'Ormesson l'a raconté abondamment. C'est l'adversaire à Thierry-Ferrer. Oui. On y reviendra tout à l'heure à 9h dans Melting Pop avec ce spécial Jean d'Ormesson. Merci à vous, Raphaël Antoven. Europe 1.